crois que c'est comme tous les produits qui sont stupéfiants. Au départ, il y a du plaisir, sinon on n'irait pas. Après, c'est l'enfer. Bonsoir Hervé Chabalier. Bonsoir Mireille Dumas. C'est des moments le pire, c'est la solitude et l'enfermement du dépendant, de l'alcoolique. Mais on aurait pu presque, à la limite, boire une cigarette, avoir une seringue à la place du verre. C'est-à-dire, bien sûr. Ouais. Ça veut dire qu'à un moment donné, on n'est pas maître de soi, quoi. C'est le verre le besoin d'alcool qui décide dès le matin qu'il faut aller se remplir pour pouvoir fonctionner. Et le matin, si j'avais pas une dose là de vin blanc, 2 doses, 3 doses, j'arrivais pas à connecter mes neurones, j'arrivais pas à réfléchir, je n'arrivais pas à me mettre dans le bon chemin. Et ce qui est terrible, en y réfléchissant, c'est que c'est un produit extérieur qui permet d'être soi, pas soi, l'illusion de soi. Donc pas dans le bon chemin pour aller travailler, non, pour aller en plus diriger la grande équipe de Capa. Oui, heureusement cette période-là a duré 2 ans environ, les 2 dernières années. J'ai pas été comme ça, loin de là, tout le temps. Sinon, j'aurais pas pu. J'imagine, mais obligé quand même pour affronter le quotidien, c'est ça? Bien sûr, mais tous les alcooliques vous le diront, vous savez, le matin, c'est très dur pour les gens qui sont dans la dépendance, dans cette souffrance qui est là, dans cette maladie. On est mal, on a mal partout, on a envie de vomir, on a mal à la tête. En général, on se douche pour essayer de faire disparaître comme cette crasse, quoi. Et on se dit souvent, à ce moment-là, je vais arrêter de boire aujourd'hui. Et on se le dit souvent. Et à la fin, on se le dit sans même y croire. C'est-à-dire qu'on se ment à soi-même et on est dupe de rien. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible. En fait, c'est ce qu'il y a de dramatique, d'horrible dans la dépendance, c'est la perte de la liberté. On n'est plus patron de soi. Parce que l'étape d'après, c'est où on s'en sort, où on va véritablement vers la mort. Oui, c'est ça. Vous savez, l'alcool au début, quand on est jeune. Et comment, justement, on rentre dans l'alcool? Alors, on rentre d'abord par accident, ce qui a été mon cas, puisque moi, mon premier contact avec l'alcool, je l'ai eu quand j'avais 4 ou 5 ans. Si jeune? Oui, mais c'est un accident. J'habitais à Barcelone, et en Espagne, et j'avais une bonne espagnole, oui, pour tout dire, et qui buvait en douce dans la cave de mes parents, enfin d'un petit... instituteur. Voilà, mes parents qui étaient instituteurs. Et donc elle buvait, moi je la voyais, j'étais à la maison, elle me gardait. Et un jour, j'ai eu envie de faire comme elle, et j'ai eu un premier contact avec du Jerez doux, et je m'en souviens très bien. Évidemment. Le goût est... Oui, encore, oui, vous l'avez encore? Ah oui, tout à fait. La sensation, j'ai été tagué. J'ai été tagué tout de suite, c'est-à-dire que j'ai recherché consciemment ou inconsciemment souvent cette sensation forte, terrible, cette chaleur, cette plénitude aussi à un moment donné. Et moi je dis, dire l'alcool c'est terrible, en même temps l'alcool m'a beaucoup aidé. Vous savez, comme beaucoup de gens un peu timides, où il m'a aidé à inviter les filles à danser, par exemple. Et il m'a invité à être bien dans la fête. C'est-à-dire que c'était une pratique très festive et très sociale. Oui, pas uniquement de la destruction. Au départ, c'est festif. C'est comme, je crois que c'est comme tous les produits qui sont stupéfiants. Au départ, il y a du plaisir, sinon on n'irait pas. Après, c'est l'enfer. Et on dit souvent que ce sont les dépendants qui peuvent le mieux parler de cette maladie-là et qui se comprennent le mieux entre eux. Et on s'est pigé tout de suite tous les 3 et c'était bien. D'ailleurs, François Cluzet fait référence à l'enfance, dont on ne se soigne jamais. Oui. J'imagine que ça fait écho aussi à votre propre histoire. Oui, mais moi, c'est plutôt l'adolescence que l'enfance même. Je crois qu'il y a eu une fracture dans ma vie qui a été extrêmement fondamentale, que je n'ai pas réalisée, évidemment, à l'époque. Bon, j'ai une sœur plus jeune que moi qui est morte de la rage, de vaccin, de la rage, parce qu'elle a été vaccinée. Et tous les gens parce qu'il y avait un chien qui était mort subitement. Et il se trouve que dans les lots qui venaient de Paris, de l'Institut Pasteur, il y en a qui étaient restés un peu au soleil. Et il y a 2 lots qui, en fait, ont été réanimés d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre des antidotes, on a effectivement piqué... c'est ça la véritable histoire. C'est qu'on a inoculé la rage à votre petite sœur. Voilà, on a inoculé la rage et bon, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre de l'ensemble. Mais bon, ça c'était terrible. Mais surtout, c'est la prise de conscience à un moment donné que ce chien était là parce que c'est moi qui l'avais réclamé.
Donc, sentiment de culpabilité. C'était terrible. Mais... Et d'ailleurs, voilà, depuis, c'est quelque chose qui m'a un peu quitté, la culpabilité. Est-ce que le fait, plus tard, justement, donc, à l'âge adulte, de perdre aussi un nourrisson, quand vous êtes père, c'était une raison aussi supplémentaire de boire, sans faire franchement de psychanalyse? Non, je ne pense pas que ce soit une raison supplémentaire. Mais pour vous, dans votre tête, est-ce que ce n'était pas une mort sur une autre mort? Oui, mais une façon de vous convaincre que vous êtes... François le disait. Oui. Il y a la tristesse, le malheur, alors elle est plus ou moins grande, donc c'est un facteur de plus. Voilà, mais moi je ne pense pas être tout à fait programmé pour le bonheur, hein, c'est pas ma nature. Depuis cette époque-là. Ah, depuis cette époque-là. Oui, bien sûr, depuis cette époque-là. Et après, j'ai fait avec ce que je pouvais. Vous savez, l'alcool, ça a été de belles béquilles quand même. Merci l'alcool pour moi, hein, un peu. Et après, c'est terrible, c'est une guillotine. Vous avez été grand reporter de guerre, donc ça vous aidait à affronter la guerre? Sur la fin, oui, quand j'ai décidé d'arrêter de faire du reportage de guerre, parce que à un moment donné, j'avais fait longtemps, hein, à un moment donné, j'ai eu peur. Mais vraiment, on a toujours peur, il ne faut pas rigoler, mais une vraie peur paralysante, celle qui vous met en danger. Et j'ai forcé un peu de temps en temps, oui, avec l'alcool. Mais en même temps, si vous allez dans n'importe quel petit pays où il y a ces centaines de journalistes, d'envoyés spéciaux, qui sont tous des personnages étonnants souvent, vous savez, il suffit d'aller dans le bar de l'hôtel et on voit le soir ce qui se passe. Tout le monde décompresse avec l'alcool, bien sûr. Alors, autre chose surprenante, hein, ça veut dire que tous les journalistes sont alcooliques. Non, 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 vous avez raison de le préciser. Non, mais, Hervé, vous disiez dans ce même livre qu'au moment où vous avez présenté, je crois que les téléspectateurs s'en souviennent, le journal télévisé ici, vous aviez vraiment besoin de prendre votre dose de whisky avant. Parce que je suis un énorme traqueur. Voilà, c'est vous à l'époque. J'ai pas les cheveux blancs, j'avais quelques joues supplémentaires peut-être. Plus enveloppés. Oui, plus enveloppés, mais c'est l'alcool ça. Hein. L'alcool, c'est des calories, il ne faut pas oublier. Et oui, parce que j'avais peur, quoi, en fait. J'avais peur. Et ça s'est senti, ça s'est vu, je crois que je n'étais pas bien fait pour ça. Maintenant, ça va mieux. Voilà, j'ai rien pris pour venir vous voir. Au bout du compte, je crois que moi, je m'en suis sorti. Enfin, j'ai essayé d'arrêter. C'est très compliqué d'arrêter de boire. Hein. On se le dit souvent, on ne le fait jamais. Et je me suis rendu compte à un moment donné, ça c'est par rapport à ma boîte, que dans les derniers temps, ça commençait à être compliqué de la diriger dans l'état où je me trouvais. Est-ce que les autres s'en apercevaient? Est-ce que vos collaborateurs le savaient? Quelques-uns, oui. Et d'ailleurs, qui étaient dans la confidence? Oui. Et d'ailleurs, l'un d'eux me l'a balancé à la gueule un jour et il avait raison. Vous savez, les alcooliques, il faut leur dire. C'est un exemple très simple que je donne souvent, mais les gens comprennent ça. On est bourré, on se casse la gueule, on arrive tard chez soi, on est devant le paillasson, hop, on tombe, on peut avoir un blackout. La plupart du temps, c'est normal. Celui qui est là, l'ami, l'épouse, le proche, vient, le ramasse et le met dans le lit. Le matin, c'est ce qu'ils ont tous fait pour vous. Oui, souvent. Moi, encore que vous savez, j'ai pas été un alcoolo de caniveau. Quand je dis de caniveau, non, mais c'est pas du tout. Attendez, c'est pas mieux, pas moins bien. On est toujours alcoolique. Mais pas du tout. Simplement, il se trouve que moi, je tenais assez bien l'alcool et que j'étais ivre debout. Voilà. D'ailleurs, vous dites, il y a une expression, hein, vous dites le savoir ivre. Oui, le savoir ivre. Le savoir ivre. Oui. Vous savez, quand on commence à être un peu bourré et qu'on a l'habitude de cela, si on veut marcher droit, il suffit de on donne le change. Oui, on sait regarder ses pieds, les mettre les uns à côté des autres, et on peut. Il y a beaucoup de gens quand même qui, lorsque le bouquin est sorti, n'imaginaient pas une seconde que j'étais alcoolique, mais des gens très proches de moi. Et ceux qui le savent gardent le secret, vous protègent et en fait ne vous rendent pas service. Ils ne rendent pas service, c'est la même chose. C'est-à-dire parce que le matin, quand on se lève, après le paillasson, on se lève dans son lit, on se dit, bon, finalement, c'était pas si grave que ça, puisque tout va bien. Tout va bien. Par contre, si on se réveille le matin et qu'il fait froid et qu'on est devant une porte sur un paillasson, on se dit, oula, là, il y a problème. Chez vous, avec votre épouse, les enfants, ça se passait comment? Moi, j'avais une particularité, c'est que je n'étais pas souvent là, parce que j'étais souvent en voyage. Je ne sais pas, c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire parce qu'aujourd'hui, dans l'alcool, je ne m'apercevais pas de ça, que je pouvais faire des dégâts à côté. Moi, je n'ai jamais été violent dans l'alcool, jamais. Donc, je n'étais pas le mec qui va cogner, tout ça, c'était pas ça.
Sauf que sans doute j'avais été... Je veux dire, mon attention a été sur l'alcool à un moment donné, n'était pas sur ma famille. Bien Évidemment, sûr. ça fait des dégâts. Ça fait d'énormes dégâts. Mais on les sent... Alors, aujourd'hui, où je travaille beaucoup là-dessus, oui, je me rends compte qu'il y a des choses qui apparaissent et qui sont dures, vraiment dures. Et c'est pour ça que je continue, moi, à aller aux alcooliques anonymes. J'y vais 2 fois par semaine, 2 fois 3 fois. À quelle distance vous vous rendez compte de la difficulté Oui, absolument. pour l'autre, ceux qui vous aiment, oui, mais c'est d'avoir... extrêmement important de s'en rendre compte parce que la guérison va aussi là-dedans. Quand je dis la guérison, non, parce qu'on ne guérit pas de l'alcool. Et vous leur avez dit Bien maintenant sûr. Oui, on a reparlé, mais je pense que je n'ai pas fini mon travail avec eux pour essayer aussi de la culpabilité. de faire amende honorable. À ce moment-là, on est prêt à l'entendre d'une certaine manière. C'est vraiment la fin du couple, l'alcool? Ça met en péril le C'est couple? pas que la fin du couple, hein, c'est la fin de tant de choses. Mais oui, ça met en péril le couple, évidemment. On se marie à 2, on se marie pas à 3. Hein. Le troisième, là, il prend de l'importance, et c'est l'alcool. Oui, tout le monde le sait. Il faut passer par là, juste Hervé. Est-ce qu'il faut passer comme ça sur des scènes vraiment de grand déballage où on doit tout dire aux psy, Bien avec sûr. les siens, Bien sûr. tout entendre pour avancer? C'est ça ma Oui, question. oui, c'est évident. Donc, même si encore une fois, la parole. La parole. Ce qui compte, c'est de mettre la lumière sur quelque chose qui est caché. Donc quand on parle, ça commence à être le début comment dire, c'est le début de l'éclaircie, en quelque sorte. Alors moi, ce que je voudrais justement savoir, c'est quel a été le vrai déclic pour décider d'arrêter de boire et d'aller dans cette fameuse clinique, parce que ce qu'il faut dire, c'est que c'est le justement sujet principal de ce film, oui, formidable. C'est un film sur un combat. C'est le combat, c'est la guerre, c'est oui. votre guerre justement contre l'alcool. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Bon, moi, c'était une scène très particulière. Mon père venait de mourir chez moi en Lozère et j'étais à côté de la maison qu'il avait fait construire. J'étais là dans l'herbe, tout simplement. Et je pensais à lui, je pensais à son mauvais vin, je pensais à nos relations et j'étais un peu pété et je me suis dit, j'arrête, ça va, j'arrête. Et combien de fois je me le suis dit, hein, mais j'ai jamais fait. Et ce jour-là, quand je me le suis dit, je savais que je tiendrais. Et ça, c'est de l'ordre de la providence, je ne sais pas. Donc la mort, c'est quand même, ça revient, c'est-à-dire que vous disiez à quel point cette fracture avait été importante de la disparition. J'ai vécu beaucoup avec la mort. Voilà. J'ai vécu avec la mort étant jeune, j'ai vécu avec la mort en étant père, j'ai vécu avec la mort dans mon métier. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà. Oui, c'est sûr. Et c'est au moment de la mort de votre père aussi que vous prenez la décision là vous savez ce jour-là que vous allez vous en sortir. C'est ça que je veux dire. Alors je ne voudrais pas faire de la psychanalyse à 3 balles. Oui, mais... mais peut-être aussi parce que, après lui, c'était moi, le chef de famille, aussi. Celui qui finalement défendait le nom de Chabalier, c'était moi à un moment donné. C'est pour aussi porter les... Mais parce que mes parents avaient été, sont des gens qui ont été absolument géniaux, quoi. Vu d'où ils venaient et là où ils sont allés, grâce à eux, j'existe aujourd'hui, vraiment. Ils m'ont tout apporté. Ils venaient de familles très modestes, disons, mais très enclavées dans la Lozère, qui est un département que j'adore, mais qui est vraiment quelque chose de particulier. Et c'est les premiers, depuis toujours, qui sont sortis de l'endroit pour aller à l'étranger. Et ça a changé ma vie, évidemment. Et vous en avez parlé avec eux de ce problème d'alcool? Ils le savaient ou vous leur avez caché? Oui, ils le savaient. Ah, ils le savaient? Ils le savaient mais un peu. Vous en parliez? Mais oui, mais c'était, vous savez, les mamans, c'est particulier. Hein, je me souviens d'une fois, avec un de mes très bons amis, on avait fait la bringue et elle lui a dit « Mais arrête de l'entraîner à boire !» Alors que, évidemment, c'était moi qui buvais. C'était pas ça, moi, c'était d'essayer comme ça, de dégager de la noirceur, quoi, d'amener un peu de bleu, un peu de rose dans des choses très noires. Mais ça va aujourd'hui, ça va mieux, hein, je pense que ça va. C'est-à-dire que vous retrouvez un tout petit peu d'appétit au bonheur ou le bonheur, c'est un gros mot pour vous, Hervé Chabalier? Non, d'abord, j'ai appris une chose, c'est ici et maintenant, qui est un slogan que j'aime beaucoup. En fait, je crois que j'y arrive pas tous les jours, loin de là, mais c'est d'être en phase avec la réalité. Et alors? Parce que là, ça semble simple, la cure, vous sortez abstinent. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est justement comment, parce que ça fait 7 ans maintenant que vous êtes abstinent. 6 ans, pardon. J'ai eu une réalcoolisation d'1 semaine. C'est vrai? Entre-temps? Très dur, parce que j'avais bu comme ça un jour, mais d'une manière presque automatique. J'avais pris un verre qui traînait,
Et hop, je l'ai bu, et une semaine plus tard, je buvais beaucoup déjà. Et j'ai compris que j'étais malade, vraiment, quoi. Même si j'en étais persuadé depuis longtemps, mais là, je l'ai éprouvé. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Comment là, on s'en moi, sort? j'avais les outils complètement. Je suis allé en réunion des alcooliques anonymes. Non, mais c'est même pour ceux qui Oui, nous bien écoutent, sûr, ça bien sert. sûr. Mais comment résister à la tentation? Elle est formidable, cette scène. C'est ce qu'on vous apprend d'ailleurs à la cure, puisque à l'extérieur, vous êtes confronté à ça, surtout quand on fait des déjeuners. Alors, les gens ne se rendent pas compte. Il faut changer. Mais les gens ne se rendent pas compte. Non, on vous incite à boire. Alors ça, on sait. Moi, j'ai un truc très simple. Enfin, pour moi, c'est plus simple à cause du bouquin. Hein. Ouais. Voilà, je suis alcoolique, je peux pas boire, merci. Et puis les gens n'insistent pas. Mais et puis il faut changer aussi. Moi, c'est très rare que je reste quelque part après minuit, dans les fêtes où je suis obligé d'aller, où je vais des fois avec plaisir. Mais dès que je sens que c'est l'alcool qui a pris le pas sur l'intérêt de la rencontre avec ces gens-là, je m'en vais. Je m'en vais d'abord parce que je comprends plus rien, bizarrement, parce que je suis pas du tout dans la même. Je suis pas. Et ensuite parce que je sais que je pourrais me mettre en danger. Et peu importe ce que les gens pensent, c'est de votre vie qu'il s'agit. C'est votre peau que vous sauvez. Et ça, il faut que les gens le comprennent. Il n'y a pas de honte à être malade alcoolique, comme il n'y a pas de honte à être malade du cancer, comme il n'y a pas de honte à être diabétique. Voilà, tout ça, ça existe. Tout ça, ça se soigne, ça fait partie de l'humanité. Est-ce que vous avez changé de vie? Est-ce que vous êtes un autre homme? Est-ce que ça vous a transformé? Oui, je ne suis plus le même parce que je ne bois pas. Donc à un moment donné, voilà. Ça change vraiment les choses? Bien sûr. Ça change totalement. C'est passionnant. Je vous assure, c'est passionnant. C'est passionnant d'arrêter de fuir et d'essayer de se regarder. Les Suisses disent se regarder le dedans. C'est comme ça. Je voudrais que l'on demande à André Berkoff, qui nous a écoutés, qui est en régie, voilà, qui est écrivain, journaliste, que l'on connaît tous. Voilà, un homme qui vit. Voilà, de vous poser une question. Bonjour Hervé. Salut. Une chose, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Ça fait 40 ans que tu es journaliste, que tu as traîné sur beaucoup de fronts, de guerres et autres. Est-ce que tu considères que ton expérience avec l'alcool, dont tu viens de parler, est-ce que c'est en fait la guerre la plus terrible à laquelle tu as assisté, et d'autant plus que tu n'es pas assistant, là tu es acteur? Évidemment que c'est le combat le plus difficile que j'ai eu à mener. Et c'est vrai que, vous savez, c'est quand même des chaînes que tu as au pied, hein. C'est quand même des chaînes. Il faut arriver à les faire péter à un moment donné ou à un autre, sinon tu es entravé pour ta vie entière. Et donc c'est vrai que le jour où tu arrives à faire péter tout ça, tu es content, quoi. Tu es content et c'est un grand combat. C'est un grand combat. Et je suis vraiment, c'est tellement formidable de vivre libre. Mais vraiment. Même si on sait que c'est une liberté, j'allais dire surveillée, puisqu'on est en convalescence. Oui, mais peu importe. C'est de la liberté quand même. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.